les types d'emplois et types de visas que tu peux obtenir pour vivre au Japon ou une fois déjà au Japon. Voyons, parmi les visas les plus faciles pour les jeunes de moins de 30 ans, c'est le Working Holiday, mais bien sûr, tous les pays n'ont pas cet accord de Working Holiday, non. Mais, par exemple, les Argentins, les Chiliens, les Espagnols, je crois que le Mexique n'avait pas ce visa. Mais, voyons, le Working Holiday est facile à obtenir parce que tout ce qu'il faut, c'est avoir entre 18 et 30 ans inclus. Et il faut prouver qu'on a une certaine somme d'argent à la banque, mais il n'est pas nécessaire d'avoir déjà acheté le billet d'avion. Par conséquent, tu peux avoir tes économies pour payer le vol sur ton compte bancaire, te présenter, demander le visa et là acheter le billet qui coûtait environ 4000 $. Je pense que le chiffre varie. Nous allons d'abord évoquer les emplois accessibles aux jeunes en Working Holiday ou à toute autre personne. Voyons, le plus facile, c'est ce qu'on trouve le plus. On se dit « Ah, bien sûr, tous les emplois que les Japonais ne veulent pas faire, pas forcément. » D'un côté, il y a ça, mais d'un autre côté, ce sont des emplois tout à fait ordinaires, comme par exemple dans les hôtels, qui peuvent être aussi bien du nettoyage d'hôtel que de la réception. Étant donné qu'au Japon, il y a un essor du tourisme, on a besoin de personnel à la réception qui parle anglais ou d'autres langues. Là-bas, ceux qui sont le plus recherchés sont ceux qui parlent chinois, mais on peut trouver ce genre de travail. Ensuite, l'autre que je ne recommande pas vraiment, c'est celui des usines alimentaires ou des usines en général. Mais bon, il y a du travail en usine, le seul problème c'est que la plupart des emplois en usine sont très monotones. Elles sont là-bas, loin de la ville, comme je l'ai déjà dit. Ce n'est pas le genre de travail que je recommande de faire parce que c'est un travail extrêmement monotone, avec peu de communication avec d'autres étrangers partageant le travail et tu n'apprendras pas la langue. Il y a cette option, mais ce n'est pas la meilleure, même si c'est peut-être l'une des plus courantes. Ensuite, il y a le travail en cuisine. Pas forcément chef de cuisine ou chef si tu es chef. Justement parce que tu devras toujours commencer par le bas ici, mais il y a aussi des emplois en cuisine. Ensuite, par exemple, la construction. Alors, beaucoup savent que j'ai 16 ans d'expérience dans la construction, mais l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de points positifs. Un avantage est qu'en matière de construction, tu vas constamment voyager. Je ne parle pas de longue distance, mais en voiture, et tout le temps tu vas sur différents chantiers de la ville. Et ça te permet au moins de comprendre la taille de la zone où tu vis. Le mauvais côté, c'est que ça peut être très exigeant, ça peut être dur, mais il y a beaucoup de communication dans ce travail, avec des personnes de ton secteur ou d'autres avec qui communiquer. Et c'est un travail dans lequel on finit par apprendre un peu la langue, de force à la dure, peu importe comment. Ce n'est pas le meilleur boulot, mais il est plutôt bien, même si c'est dur. Ensuite, l'autre, c'est celui de helper, qui serait comme infirmier ou infirmière assistant pour personnes âgées, dans des maisons de retraite, des foyers pour personnes âgées. Eh bien, là c'est compliqué, parce que c'est vraiment un travail où il faut beaucoup de monde, où il manque de la main-d'œuvre. Mais bien sûr, le problème, c'est que s'occuper des personnes âgées, d'un côté c'est bien, mais la partie que la plupart des gens n'aiment pas, c'est celle de changer les couches, n'est-ce pas? Mais à part ça, c'est quand même un travail assez bien, dans lequel tu dois beaucoup apprendre à communiquer avec les personnes âgées. Et c'est bien parce que tu peux parler avec des gens constamment et voilà, tu peux continuer à apprendre. Et il y a des gens qui veulent te parler pendant que tu travailles, les personnes âgées et tes collègues de travail. Ensuite, parlons des visas, pas de métier spécifique, mais voyons, il y a le business manager, mais ce visa est assez compliqué. Parce que bon, on se dit, j'ai beaucoup d'argent, je veux créer une entreprise au Japon. D'accord, tu peux créer une entreprise au Japon, mais créer une entreprise au Japon ne garantit pas l'obtention d'un visa. Pourquoi ça? Parce que, par exemple, tu veux peut-être avoir, disons, une entreprise de contenu numérique, ou tu es un freelance qui, par exemple, fait des travaux en ligne à la maison, et tu veux créer une entreprise basée sur ce que tu fais. Tu peux créer ton entreprise au Japon où tu dois investir pas mal d'argent. Parce qu'ici, on dit qu'au Japon, tu peux créer une entreprise à partir d'un yen, d'un centime, mais ça c'est pour les Japonais. Pour les étrangers, il y a un investissement minimum qui était d'environ 5 millions de yens, soit à peu près 30 000 $,
35 000 $. Mais qu'est-ce qui se passe? S'il n'est pas absolument nécessaire que tu sois au Japon pour gérer ton entreprise, ton visa pourrait être refusé. Si tu es freelance et que tu as une entreprise où tout se fait à distance, ils diront « Pas besoin d'être au Japon, tu peux avoir ton entreprise et payer tes impôts ici. » Mais c'est là qu'est l'astuce, c'est que peut-être la première année, ils ne te donneront pas le visa pour rester au Japon. Mais après avoir passé la première année au Japon, que ton entreprise existe et qu'elle ait payé des impôts, là, ça peut être différent. D'un autre côté, tu peux aussi t'embaucher dans ta propre entreprise et obtenir un visa de travail. Mais voyons, nous discuterons plus tard des détails et des démarches pour les visas, ainsi que des zones d'ombre méconnues. Ensuite, il y a l'un des visas les plus stupides. Salut! Comment ça va les gars? Comment allez-vous? Tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Tous les jours, pendant un mois, j'ai regardé toutes vos vidéos pour venir. Maintenant, la suivante est l'un des visas les plus bêtes, c'est celui de nomade digital, justement celui de nomade digital. Ce freelance qui quelque part peut vivre, a la possibilité de vivre où il veut parce qu'il travaille à distance, non. Et le fait est que ce visa, pour les exigences qu'il te donne et toute la procédure que tu dois faire, il est plus simple de rester 3 mois comme touriste, de partir un jour en Corée, puis de revenir pour profiter à nouveau de 3 mois. C'est quelque chose que beaucoup de gens font. C'est un visa qui n'a absolument aucun sens. Et en plus, c'est quasiment impossible. Il est presque impossible que le Japon ait beaucoup. Enfin, certains pays l'aient. Au Japon, il est très difficile d'obtenir une prolongation de visa. Ce serait mieux si c'était pour plusieurs années. Parce que, tout simplement, en étant freelance et en ayant leur compte bancaire dans leur pays, ils ne vont pas payer d'impôts au Japon. Et la question des impôts ici est très importante. Combien ce nouveau citoyen peut-il réellement apporter en impôts? Donc, le visa de nomade numérique est le visa le plus stupide qui puisse exister ici. Maintenant, il y a un sujet très curieux que mon avocat m'a mentionné. C'est que les Argentins ont un visa de tourisme qui peut durer jusqu'à 6 mois. Et le truc, c'est que même les gens de l'immigration ne le savent pas. Mais légalement, c'est là. C'est un traité qui existe depuis longtemps, mais voici le problème. Quand on arrive au Japon en tant que touriste, le visa est toujours de 3 mois. Toujours. Autrement dit, pour les pays n'exigeant pas de visa touristique spécial pour le Japon. Parce qu'il y a certains pays qui n'ont que 2 semaines en tant que touriste. En général, les pays exemptés de visa ont 3 mois de séjour. Et toi, même si tu arrives avec un passeport argentin, ils vont te mettre le tampon de 3 mois. Et si tu leur dis non, 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 mais j'ai un passeport argentin, j'ai un visa de 6 mois, ils vont te dire non. Et avec les gens qui font la queue à l'immigration pour entrer dans le pays, ils ne vont même pas prendre la peine d'enquêter. Mais prenez ça comme une information intéressante, ne pensez pas à le réclamer à qui que ce soit, mais en vérifiant, l'Argentine propose un visa touristique de 6 mois. C'est un cas très isolé auquel personne ne fait attention, mais bon, c'est un détail. L'autre, c'est le visa start-up. Eh bien, mon avocat m'a dit qu'il avait reçu plein de demandes concernant le visa start-up. C'est une sorte de visa ou quelque chose comme ça pour que les gens puissent venir au Japon pour faire des affaires, n'est-ce pas? Pour chercher des opportunités d'emploi dans des entreprises, je ne sais pas. Mais le fait est qu'il me dit que c'est ridicule. Parce qu'ils l'ont annoncé en grande pompe. Mais seules les personnes diplômées de 100 universités dans le monde peuvent postuler à ce visa, dont 70% sont des universités américaines, puis 10% des universités chinoises, et quelques autres universités éparses par-ci par-là. En gros, si tu n'es pas diplômé de cette liste d'universités, tu ne peux pas demander ce visa start-up. Mais bon, d'un côté, on avait la question des visas d'entreprise. Non, si quelqu'un veut ouvrir une entreprise au Japon, c'est possible. Et ensuite, on voit la question de savoir si on obtient ou non le visa. Comme je vous le dis, il n'est pas garanti que l'on puisse obtenir un visa, mais ce n'est pas impossible. C'est juste qu'il y a ce petit détail qui peut arriver, à savoir que la première année, tu ne puisses pas avoir le visa. Mais c'est une question de se renseigner, je vous dirai ensuite comment, n'est-ce pas? Ensuite, il y a le Working Visa qui permet à une entreprise de t'embaucher. Avec le Working Holiday, là, tu as l'opportunité de commencer à travailler pour des entreprises qui peuvent te sponsoriser afin que ton visa de travail soit approuvé, n'est-ce pas? Alors, par exemple, quels sont les métiers qu'il ne faut pas faire si on veut rester à long terme au Japon? Eh bien, tout d'abord, principalement Uber, parce que c'est Uber Eats,
Parce qu'Uber est quelque chose de très freelance. Autrement dit, avec des métiers très freelance, il devient impossible de trouver un emploi qui vous sponsorise pour un visa au Japon. Surtout que bien sûr, ceux qui travaillent chez Uber Eats ne pèsent pratiquement pas d'impôts, d'une certaine manière, et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas obtenir de visa. Quand tu travailles pour une entreprise déclarée, là tu payes des impôts, donc il est facile que ton visa soit approuvé. Ensuite, il y a le visa étudiant, qui par exemple, si tu as plus de 30 ans, c'est-à-dire, c'est un visa qui n'a pas de limite d'âge. Je ne parle pas, par exemple, d'obtenir une bourse dans une université, ça c'est autre chose. Non, mais si tu as plus de 30 ans et que tu ne peux pas postuler au Working Holiday, ou que ton pays n'a pas l'accord Working Holiday avec le Japon, alors il y a la possibilité d'aller dans une école de japonais qui te donne un visa étudiant, mais bon, ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est qu'en étudiant le japonais, il sera beaucoup plus facile de chercher un travail ensuite. La seule chose négative, c'est que celui qui a un visa étudiant ne peut obtenir que des emplois à temps partiel. Le nombre d'heures de travail par semaine est très limité. Par conséquent, tu dois venir avec un peu d'économie parce que tu ne pourras pas beaucoup travailler, donc tu ne pourras pas beaucoup gagner. C'est une option pour ceux qui ont un peu plus d'économie. Eh bien, le visa étudiant dépend normalement de l'école de japonais où tu vas, mais ce sont généralement des programmes d'1 an, 1 an et demi, 2 ans. Ça dépend aussi beaucoup de ce que vous trouvez. Et en moyenne, je ne me souviens plus très bien maintenant, mais les écoles de japonais facturaient normalement tous les frais d'inscription pour toute l'année, plus ou moins. À partir de 5000 $, plus ou moins, pour donner une idée, hein? Eh bien, l'autre option, c'est de se marier, épouser un japonais ou une japonaise. Ce visa est le plus complexe, mais c'est le plus facile à obtenir. Mais bon, c'est une option. Écoute, si tu es ici et que tu as la chance de trouver un partenaire, de tomber amoureux et, bon, si tu te maries, là, c'est pratiquement garanti. Tu n'auras pas un visa à vie, normalement il faut le renouveler, mais c'est possible. Et bon, ce ramen a une file d'attente énorme, mais il propose des plats à emporter. Et c'était juste au coin du studio, donc on a pris le ramen pour le manger au studio. Bon, c'est bien qu'on ait évité cette longue file d'attente. Ce sukemen est incroyable, vraiment incroyable. Très bon, très bon. Bien sûr, on ne pouvait pas. Ce n'est pas pour du ramen à emporter, mais pour du sukemen, car les nouilles sont à part. Contrairement au ramen, les nouilles arriveront trop cuites à la maison, donc ça n'a pas de sens. Comme ça, avec le bouillon et les nouilles séparées, ça va bien. Au fait, les gens ne te contactent pas seulement pour les questions de visa, d'ouverture d'entreprise et tout ça, mais aussi s'ils ont besoin d'un avocat en général. Oui, en général, toute question ou préoccupation d'ordre juridique, évidemment en lien avec la loi japonaise, ou toute démarche qu'ils souhaitent effectuer, qu'ils me contactent, et voilà, oui. Si c'est possible, sûrement, c'est-à-dire nous pourrons établir un devis et voir comment assister la personne. Si quelqu'un va en prison pour meurtre, a-t-il besoin d'un avocat? Qu'ils appellent le consulat argentin. Ah, d'accord. Ou celui de son pays, évidemment. Tu ne gères pas d'affaires pénales, non? Non, non, des affaires pénales, non, je pourrais éventuellement te donner une orientation sur la façon dont le processus va se dérouler, mais je ne pourrai jamais être l'avocat de cette personne lors du procès. Non, je ne peux pas représenter quelqu'un devant les tribunaux japonais. Ah, d'accord. Donc, légalisation des documents, toutes ces choses-là, non. Tout ce qui concerne les démarches administratives, donc bureaucratiques ou devant la mairie, devant le ministère de la Justice, devant les services de l'immigration, toutes ces démarches, oui. Ah, super. Un autre détail que j'avais oublié, l'entreprise pour laquelle travaille Gaspard, comme le siège est à Osaka, ils sont en train d'ouvrir une école de japonais là-bas, à environ une demi-heure de Dotonbori, le centre d'Osaka. Officiellement, c'est Nara, mais c'est en réalité plus proche d'Osaka que du célèbre parc aux cerfs de Nara. Ils peuvent te donner un visa d'études avec l'école où tu peux étudier, qui propose des programmes d'1 an, d'1 an et demi et de 2 ans, où tu peux aussi loger dans la share house, disons, qui appartient à l'école, donc tu peux avoir logement et école déjà prêts directement avec l'école. Salut à tous!